Bonjour tout le monde. Donc bonjour, je suis Madeleine, la directrice de l'Aspas. Aujourd'hui je suis là pour vous parler du projet Vercors Vie Sauvage. J'ai eu Enzo au téléphone hier qui me demandait de partager sur sa page un petit peu l'histoire et d'expliquer un peu le projet de Vercors Vie Sauvage. Donc là je suis filmée en direct des bureaux de l'Aspas. En fait, on est dans la campagne, dans la Drôme. Donc là, je vais me diriger vers la mare qu'il y a sur le terrain. On va aller un peu dans la nature. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur les réseaux, hier, il y a eu beaucoup de choses partagées, beaucoup de joie, beaucoup de félicitations, des confettis qui sautent de partout. Grâce à Hugo Clément qui a découvert notre projet et qui a compris l'urgence. Il a lancé de son côté, avec une cagnotte à part, un financement. En fait, il a essayé de rassembler pour nous 150 000 euros. Donc on était parti sur cette idée et l'objectif, c'était d'avoir ces 150 000 euros d'ici la fin du mois. Et en fait, en moins de 30 heures, l'objectif a été atteint. Donc hier, on a été un peu dépassé par les événements. Voilà, donc le projet, c'est Vercors Vie Sauvage. Ça consiste à acheter 500 hectares de nature, mais on peut le faire que grâce à de la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que tout le monde participe. Il y a eu 12 000 donateurs sur la campagne GoFundMe, il y a eu plus de 8 000 donateurs sur la campagne Helloasso. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 donateurs qui ont participé à ce fantastique et ambitieux projet qui coûtait 2 350 000 euros. Et donc le budget est bouclé et ça veut dire qu'à la fin du mois, on va aller chez le notaire et on va signer. Alors attention, il y a un TGV qui va passer, ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc on va pouvoir aller chez le notaire et signer. Signer quoi? Eh ben c'est le titre de propriété, en fait, au nom de l'Aspas, de ces 500 hectares qui étaient dédiés avant à une chasse privée où les animaux étaient massacrés parce que c'était une chasse privée en enclos. Donc je ne sais pas si vous avez vu la campagne de l'Aspas qu'on avait sortie en septembre, en fait, où on a un peu mis en lumière ces pratiques et expliqué ce qui se passait dans des chasses privées en enclos. C'est un parc d'attractions pour chasseurs, c'est un vrai massacre, c'est complètement atroce ce qui se passe à l'intérieur de ces enclos. Et le projet Vercors Vie Sauvage, c'était une chasse privée, et là, le fait de la racheter, on va pouvoir l'arrêter et sauver ces animaux. Le concept, en fait, des réserves de vie sauvage, c'est d'acheter, de maîtriser, et quand on maîtrise, qu'on devient propriétaire, et ben en fait, on est en capacité de dire ce qu'on veut qu'il se passe ou non sur notre propriété. Et en fait, l'Aspas a décidé de faire ça parce qu'elle s'est rendue compte que dans toutes les aires protégées de l'État, que ce soit les parcs naturels, les réserves naturelles, en fait, toutes les aires protégées, enfin dites protégées de l'État, malheureusement, il y a très souvent du pastoralisme, de l'agriculture avec pesticides, de la coupe de bois et de la chasse. Dans nos réserves, en fait, qu'on est en train de créer, eh ben, on interdit tout ce qui a un impact nuisant à la faune et aux végétaux. Donc à partir de là, on va interdire la chasse, la coupe de bois, la pêche, les engins motorisés, tout ce qui ne serait pas, tout ce qui serait des freins à de la libre évolution naturelle. Voilà, le concept, c'est la non-gestion et la libre évolution, et c'est ce qu'on fait sur toutes les réserves qu'on met en place. Là, c'est le TGV parisien qui repasse. Je vous fais voir la mare en attendant. Voilà, l'Aspas a mis en place ses réserves depuis une dizaine d'années. Elle gère déjà 700 hectares répartis dans plusieurs zones du territoire. En Bretagne, dans l'Hérault, elle avait déjà deux autres sites dans la Drôme. Et ce qui se passe, c'est assez fabuleux sur ces espaces, c'est que quand on fout la paix à la nature et qu'on arrête de mettre de la pression de chasse ou même d'exploitation, eh ben on voit revenir
des espèces, on voit la végétation pousser librement. Et bah, par exemple, c'est comme ça qu'on a vu revenir sur la réserve des Deux Lacs, la réserve qui est au sud de la Drôme, on a vu revenir la genette, la loutre, le castor, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de pression humaine sur le milieu et que ces animaux retrouvaient leur place naturellement. Voilà, ça c'est le concept de libre évolution. Et la chose qui est assez fantastique avec le projet Vercors Vie Sauvage, c'est qu'on a allié, on va dire, 2 campagnes de l'espace en simultané. C'est-à-dire qu'on a préservé les milieux et en même temps, on a mis fin à une pratique de chasse complètement cruelle qui est la chasse en enclos. Voilà. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée de venir dehors parce qu'on a un petit TGV qui passe assez régulièrement, même si on est en pleine campagne. Malheureusement, ça a défiguré les paysages, mais c'est très pratique. Voilà, donc Vercors Vie Sauvage, je ne sais pas si vous avez des questions sur le concept, sur la suite. Ah si, il y a une suite, parce que là on vient de clôturer le financement. Ça veut dire qu'à la fin du mois, la fin novembre, on va signer pour l'achat définitif. Et à partir de là, on va mettre en place des formations pour les sentinelles et les gardes assermentés qui, eux, vont venir patrouiller sur cette propriété pour s'assurer que tout ce que nous on s'interdit, eh ben, les autres le respectent bien aussi. Donc non, les chasseurs ne pourront pas venir, je vois qu'il y a la question, sur les propriétés de l'espace, les réserves de vie sauvage. La chasse est interdite, elle est strictement interdite. Donc on retire officiellement le terrain de la zone de chasse et on obtient un arrêté préfectoral qui stipule que la chasse est interdite. Et après, ben, on forme et on nomme des bénévoles qui vont aller s'assurer de ça sur le terrain. On aura également des gardes assermentés. Eux, ils suivent une formation un peu plus poussée que les sentinelles parce que c'est une vraie formation d'État. Et ces personnes-là seront en capacité de verbaliser les personnes qui seraient en action de chasse ou qui ne respecteraient pas les interdits qu'on s'impose sur le milieu. Voilà, après en concept de libre évolution, ça veut dire qu'on va pouvoir expérimenter et voir sur ces terrains comment la nature évolue quand elle n'a pas cette pression de l'humain qui veut entretenir un certain type de milieu ou maintenir des prairies ou cultiver. En fait, on va laisser interagir faune et flore sur le milieu et les herbivores sauvages en fait entretiendront, sûrement pas dans une pression aussi intense que des moutons, mais entretiendront des zones un peu de clairière, de prairie. Et là, après, on va laisser aussi vieillir et pousser et vieillir les arbres. Et ça, c'est juste fabuleux parce qu'aujourd'hui, les arbres sont cultivés pour être exploités. Il y a une vraie industrie du bois et nous on va pas partir du coup on va pas du tout rentrer dans ce système là, on va laisser les arbres grandir, mourir et puis mourir sur pied, devenir des abris pour la faune, la flore, devenir des abris, devenir la nourriture et puis on va les laisser mourir donc sur pied. Là ils vont intéresser une certaine partie des oiseaux ou des petits mammifères qui aiment ce type de milieu. Après, ces arbres vont tomber au sol et tomber au sol, ils vont intéresser d'autres organismes, d'autres animaux et à terme, en fait, ils vont également nourrir les sols, ça va recréer de l'humus voilà, naturellement. Donc ça va de laisser des arbres morts sur place, déjà de les laisser vieillir et de les laisser mourir, ça va vraiment enrichir et favoriser un retour de biodiversité assez exceptionnel qu'on n'a pas dans les forêts entretenues. Voilà, à peu près combien d'animaux seront tranquilles sur ce terrain. Alors c'est assez difficile de comptabiliser les animaux parce qu'ils sont sauvages et on peut pas ni les numéroter ni les pucer et puis on n'a pas envie de faire ça. Mais ça va quand même être des centaines d'animaux qui vont trouver refuge sur les lieux. Et qui vont pouvoir venir se réfugier quand la pression de chasse autour est trop importante. Donc le fameux argument de la régulation, parce que ça on nous l'oppose souvent, c'est mais comment vous allez faire pour gérer les sangliers ou même les dégâts. En fait à partir du moment où on se retire un petit peu du
de la balance, du milieu des animaux et des milieux, justement, on va laisser la place à un équilibre qui va se refaire naturellement. Le secteur de Vercors-Vie Sauvage, c'est sur la commune de Léoncelle, dans la Drôme. Sur cette zone, tout autour, il y a une meute de loups, la plus grosse meute de loups de France d'ailleurs, elle est juste à côté. Donc les loups s'occuperont de calmer un peu les populations d'ongulés, de cervidés et de faire leur rôle, eux, naturel de régulateur. Voilà, quelles espèces vont être protégées à cet endroit? Donc, il y a des espèces qui sont protégées déjà de manière naturelle parce que ce sont des espèces protégées comme les rapaces, les vautours, les aigles. Ces animaux-là, normalement, même s'ils étaient présents sur les milieux, ils étaient pas chassés, donc là ils ne le seront pas non plus, donc ces animaux vont gagner en quiétude. Mais les animaux qui ne seront pas chassés sur le territoire, ce sont essentiellement des cerfs. Là actuellement il y a des daims et des mouflons aussi sur le site et il y aura également toutes les autres espèces gibier. Si elles viennent sur le site, ce sera des chamois, des chevreuils, renards, blaireaux, voilà, toutes les espèces qui sont gibier et qui viendront sur la propriété seront ici sains et saufs. Mais nous n'allons pas clôturer. En fait, le site est actuellement divisé en deux parties, une partie ouverte et une partie où il y a un enclos. Pour permettre la libre évolution, la libre circulation et pour permettre un équilibre naturel, il faudra à terme retirer ces grilles. Donc ça, c'est un des objectifs à venir. Ça va prendre plusieurs mois, peut-être plusieurs années, parce qu'il faut obtenir des autorisations de l'État pour faire ce genre de démarche, c'est-à-dire retirer du grillage. Mais ça va permettre justement cette zone de quiétude où même les animaux alentours pourront revenir en zone refuge, ressortir s'ils le souhaitent, mais ils ne sont pas fous et ils auront bien compris que de rester sur le site de la réserve, c'est plus intéressant pour eux, pour leur survie. Pour définir l'espace. Alors, pour définir l'espace, on a déjà une obligation réglementaire, on va dire. À partir du moment où on retire ces terrains d'une zone de chasse, nous avons l'obligation de le signaler sur le terrain. Et ce n'est pas juste une signalisation à l'entrée du terrain, c'est à peu près tous les 30 mètres et sur tous les contours de la propriété pour que de n'importe où un chasseur arrive sur la propriété, il faut qu'il puisse voir que là, il franchit une zone où il n'y a plus de chasse. Donc on a une obligation formelle de mettre des panneaux. Et en fait, TGV, ce sont ces panneaux qui nous servent à nous pour délimiter la propriété parce que ça ne sert à rien de mettre plus de choses artificielles dans le milieu. On va juste signaler que là, c'est une zone sans chasse. Et donc il y aura des petits panneaux avec un chasseur barré, écrit chasse interdite. Est-ce que ce super projet va faire des émulations? Alors moi j'ai envie de vous dire oui, mais en fait je sais déjà la réponse, tout simplement parce que quand on a commencé ce projet, donc il y a à peu près 10 ans, la toute première réserve qu'on a acquise, c'est la réserve du Grand Barry. Donc on l'a achetée en 2012. C'est une réserve qui fait 130 hectares. Là on voit déjà les bénéfices d'avoir mis en réserve. Et parce que là, on a la présence signalée de manière, en fait, avec des indices de présence, et puis les caméras pièges, on voit que les chamois viennent, se reproduisent, parce qu'on a des petits sur les enregistrements. On voit beaucoup plus de traces de crottes, des empreintes. Donc on arrive à mesurer par ces indices laissés par les animaux que le milieu, en fait, joue son rôle de zone de quiétude. Et depuis qu'on a lancé cette première réserve, en fait, on a eu d'autres propositions, on a eu d'autres opportunités. Donc on en a créé une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc avant le projet Vercors-Vie Sauvage, nous avions déjà 700 hectares mis en réserve sans nuisance sur les milieux.
Le projet Vercors Vie Sauvage qui fait 500 hectares, ça a donné une envergure, une visibilité en fait à ce projet qu'on mène depuis déjà 10 ans qui aura un impact sur le futur, tout simplement parce que là des propriétaires privés nous contactent en disant on a vu que vous achetiez pour en faire des réserves, ça nous intéresse, nous on préfère vous vendre à vous, et là on commence à être démarché par des propriétaires privés qui veulent nous permettre de réaliser et de concrétiser des réserves sur leur propriété. Donc pour le balisage, je vous ai répondu. On le fera avec les panneaux signalant que la chasse est interdite. Et aussi pour laisser des zones de quiétude pour la faune, on va baliser 1 ou 2 sentiers sur la propriété pour permettre à tous les donateurs qui ont participé, tous les amoureux de la nature, tous ceux qui ont envie de venir s'immerger et se reconnecter à la nature d'une manière douce, c'est-à-dire sans fusil, sans tronçonneuse. Ces personnes-là, on va les aiguiller, on va essayer de les canaliser sur un sentier qui sera très agréable et qui découvrira une bonne partie de la propriété, mais qui du coup laissera une autre zone complètement tranquille pour les animaux. Alors, on me demande si l'État ne pourrait pas nous céder d'autres espaces de sauvegarde de la faune. En fait, là-dedans, l'État n'est pas vraiment notre ami. On le voit, pour créer une réserve de vie sauvage, c'est un vrai parcours du combattant. Il a fallu se battre contre les élus, contre la SAFER, contre le ministre de l'Agriculture. C'est très compliqué. Et l'État a l'obligation de créer ses propres zones préservées. Et quand l'État crée ses propres zones préservées, l'État le fait en mettant tous les acteurs autour de la table. Et c'est de cette manière-là qu'en fait on arrive à un niveau d'air protégé qui est complètement nul, enfin ou faible, disons, parce que dans ces surfaces on retrouve donc de l'exploitation, de l'agriculture, de la chasse, des pesticides, enfin on retrouve tout ce qui porte atteinte au milieu. Donc l'État n'est pas vraiment prêt à nous soutenir sur ce genre de démarche. Et par exemple aujourd'hui on a lu la bonne nouvelle dans la presse que l'État venait de créer un parc, je crois, en Champagne. En même temps que nous on bouclait le financement pour Vercors Vie Sauvage, on va dire 2 aires protégées qui peuvent se créer en même temps. Et on a comparé en vitesse, en fait, même dans la zone cœur, il y aura de la chasse, il y aura de l'agriculture, il y aura des pesticides. Donc en fait, c'est un niveau de protection qui est loin des enjeux actuels de crise écologique, de protection du vivant, de réchauffement climatique. En fait, il faut aller bien au-delà de ce que fait l'État. Donc je réponds que les balades sont autorisées sur la réserve, bien évidemment, parce que le but du jeu, c'est pas du tout de mettre la nature sous cloche ou de séparer l'humain de la nature. L'intention et le concept de réserve de vie sauvage, c'est vraiment d'essayer de reconnecter, déjà de foutre l'appel à la nature, de lui faire confiance, car elle peut évoluer et elle n'a pas besoin qu'on la dirige et qu'on la gère. Mais nous, en tant qu'humains, on est aussi des mammifères, on a aussi notre place sur Terre, dans les milieux, à partir du moment où on se comporte comme un mammifère normal, respectueux, sans artificialité et sans intention malveillante. Donc c'est important que ces zones qui vont retrouver un esprit sauvage puissent être justement visitées par les humains respectueux pour reconnecter et puis pour avoir envie de protéger ce genre de zone qui sera essentielle à notre survie et à la survie des milieux. Alors la réserve qui est en Bretagne, elle s'appelle la RVS du Trégor, on dit RVS, réserve de vie sauvage du Trégor. C'est sur la commune de Ploubert, pas très loin de Lannion. Donc là c'est une réserve qui fait 60 hectares, qui longe le petit fleuve qui s'appelle le Légué et qui va se jeter dans la mer. Et là la partie de réserve la réserve est tout le long du fleuve avec une partie de milieu proche de milieu humide, de ce qu'on appelle les ripisylves, et puis après une zone de forêt. Donc là il y a une diversité aussi qui est très riche et qui est différente de la biodiversité qu'on trouve dans un milieu comme dans le Vercors.
Alors oui, nos gardes pourront verbaliser les éventuels chasseurs réfractaires. Tout à fait, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo. Pour s'assurer en fait que les interdits soient bien respectés sur les réserves, on forme deux types de personnes. En fait, on va former des sentinelles. Là, ce sont des adhérents de l'espace ou des amoureux de la nature, des gens qui ont envie de faire quelque chose pour la nature, qui s'impliquent en nous disant moi je veux bien me rendre utile, je veux bien aller me balader sur la réserve et jouer un rôle un peu de sentinelle, c'est-à-dire veiller à ce que tout se passe bien sur le terrain. Si on rencontre des personnes, c'est expliquer le concept, parce qu'il va falloir faire beaucoup de communication pour expliquer pourquoi on fait ça, parce que des fois ça peut être pris un peu de on veut nous retirer la nature, on veut mettre la nature sous cloche, on veut privatiser, c'est pas du tout le concept, mais c'est les arguments qui reviennent de temps en temps qu'on nous oppose. Donc ces sentinelles se baladent sur le terrain pour expliquer le concept, dire que vous êtes les bienvenus, vous avez le droit de vous balader ici si vous êtes respectueux. Et ces sentinelles veillent aussi à ce que toute la signalétique des interdits soit toujours en place, parce que de temps en temps il y a des petits chasseurs qui s'amusent à enlever les panneaux, comme ça ils disent on n'avait pas vu, il n'y avait pas de panneau, on ne savait pas qu'on était chez vous et qu'on peut chasser. Donc voilà, ces sentinelles, d'ailleurs on recherche des bénévoles régulièrement, il ne faut pas hésiter à aller sur notre site et nous faire un petit message que vous voulez vous impliquer dans ces réserves, parce que il y a des réserves un peu partout en France, enfin pas encore suffisamment, mais sur plusieurs zones, et les sentinelles sont nécessaires à la bonne réalisation du projet. Et le deuxième niveau d'implication pour la surveillance, c'est le garde assermenté. Donc ce sont des sentinelles qui passent le grade supérieur, on va dire, et qui suivent une formation d'État pendant une semaine. À la fin de cette formation, ils obtiennent l'attestation de formation. Donc ils ont été formés sur tout ce qui est des pratiques de la chasse, de la pêche, sur l'agroforesterie, la circulation dans les espaces naturels. Voilà, c'est une formation en 5 modules. Et une fois que la personne est formée, on va la faire accréditer et assermenter. Donc là, on a formé déjà une dizaine de personnes sur plusieurs de nos réserves. Et dernièrement, elles sont allées prêter serment devant le tribunal pour dire oui, je m'engage. Enfin oui, voilà, c'est un acte de loi officiel. Et ces personnes, donc, ont un pouvoir de verbalisation sur la propriété. C'est-à-dire que soit c'est une petite contravention et on peut dresser directement un PV sur un timbre-amende. On donne l'amende aux chasseurs ou aux pêcheurs. Et si c'est un délit un petit peu plus, si c'est plus de l'infraction que c'est du délit, en fait, le garde dresse un procès verbal qui est directement transmis au procureur de la République, et après, l'ASPAS peut engager une plainte plus sérieuse. L'entrée n'est pas payante, tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'entrée, ce sera libre d'accès, libre circulation. L'ASPAS n'a pas vocation à faire des bénéfices sur ses propriétés. Le but, c'est vraiment de préserver des zones pour nous, pour les milieux, pour les animaux, pour les végétaux. Et donc on ne va pas mettre de barrières de contrôle ou quoi que ce soit. Au contraire, on va essayer de laisser le plus possible la circulation se faire. Mais effectivement, pour les coûts d'entretien, en fait, on compte quand même sur nos adhérents pour nous aider à faire régulièrement des dons, parce que quand on fait faire des panneaux pour signaler qu'il n'y a pas de chasse, ou quand on forme des gardes, en fait, tout ça c'est payant. Effectivement, les frais de la mise en place d'une réserve de vie sauvage, ça reste important. Il y a des taxes foncières, il y a voilà, des frais de fonctionnement, on va dire, ou même du collègue qui s'occupe que de coordonner, ne serait-ce que les bénévoles, ou de s'assurer que tout va bien. Ben voilà, il y a du temps de salaire aussi à financer pour le projet des réserves. Mais ça, on fera plutôt appel aux dons, appel au soutien, plutôt que de faire des entrées payantes sur les sites. Voilà, je sais pas trop. Anzo m'a demandé de vous présenter le projet. C'était une première pour moi. Vous avez dû vous en rendre compte, parce que je suis pas très à l'aise sur ce support, et que je sais même pas si je tiens bien la caméra, si je vous ai pas donné envie de vomir à force de bouger. Enfin, voilà, merci pour votre indulgence en tout cas. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo qui sera publiée sur
sur la page de la Ligue des animaux. Je prendrai le temps d'y répondre au plus vite, mais je ne vous cache pas que là on est un peu assailli par les médias, par tout ce qui nous tombe dessus maintenant que le projet est sûr de se faire. Et voilà, donc je répondrai aux questions que j'ai peut-être zappées en cours de discussion, ou si vous avez d'autres questions qui viennent après, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous remercie à tous d'avoir été là avec moi pour vous parler du projet Vercors Vie Sauvage. Si j'ai pas été très claire, vous pouvez aussi directement aller sur le site de Hello Asso où on a vraiment détaillé, expliqué le projet en long, large, en travers. Donc c'est www.aspas-nature.org/Vercors. Donc là, vous aurez plein d'infos. Vous pourrez aussi faire un don si vous avez envie de faire un don. Mais voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos supports, sur nos réseaux. L'adresse de l'Aspas, c'est Aspas Nature sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt et vive la nature sauvage. Au revoir.